La lutte fait partie de notre culture et de notre histoire québécoise. Sport-spectacle populaire ou théâtre acrobatique postmoderne, elle déchaîne les passions aussi bien de ses amateurs que de ses opposants. Incursion dans les coulisses de ce show dont vous êtes le héros avec notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne. Salut Emmanuel. Bonjour Simon. T'es un passionné de lutte, toi. Oui, faut le dire. Là, je me souviens pas d'un moment où je n'ai pas écouté la lutte, tellement j'étais petit quand j'ai commencé à écouter la lutte. Donc, je fais partie des partisans, pas des opposants de la chose. OK. Mais là, la lutte, là, c'est quoi? De quoi qu'on parle quand on parle de la lutte? C'est-tu un art? C'est-tu un sport? C'est tout ça à la fois. En fait, c'est une question qui est difficile, ça, ce que tu me poses là pour commencer la chronique, parce que c'est assez inclassable, la lutte. Le côté sportif est indéniable, c'est-à-dire que c'est des athlètes professionnels qui vont faire ça. C'est des gens qui sont très en forme, ça prend énormément de cardio. Il y a beaucoup... Les chutes sont réelles. Donc, il y a vraiment un haut prix physique à payer pour pratiquer ce sport-là. Mais en même temps, tout ça est prédéterminé. Donc, c'est pas un sport au même titre, par exemple, qu'une partie de hockey où c'est vraiment la performance physique qui va faire qu'on va avoir le dessus sur l'autre équipe, ou dans des sports individuels comme l'escrime, par exemple. Vous faites la meilleure feinte, vous avez le dessus sur la personne en face. Tous les résultats sont décidés d'avance. Donc, on ne peut pas parler de sport à proprement dit pour définir la lutte. Donc, il y a une partie spectacle. Évidemment, les coups sont portés, mais ils ne sont pas à impact plein non plus. Donc, il faut faire semblant d'avoir mal pour que les gens croient que vous êtes en train de souffrir le martyre dans une prise de soumission. Donc, c'est difficile de classer ça juste comme sport. Mais en même temps, ce n'est pas du théâtre non plus, parce qu'il y a tout le côté sportif, justement, que je viens de décrire auparavant. Il y a de l'improvisation aussi. Il y a une partie d'improvisation aussi là-dedans. Donc, les lutteurs sont à la fois des acteurs et des sportifs. Ce qui me fait dire, moi, personnellement, la définition que j'ai le plus aimée, c'est tout récent. Là. C'est dans un documentaire qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps à Historia. C'est Marco Estrada, qui est un lutteur des Maritimes, qui parle de sport, S-P-A-R-T. Donc, un mix de sport et d'art. Ah, c'est intéressant. Donc, une forme de théâtre extrême, si on veut. Mais tu as dit que l'issue était décidée d'avant. Qui décide? Il y a un scripteur. Il y a un scripteur, comme dans tout bon... D'ailleurs, Emmanuel a déjà été scripteur de lutte. J'ai déjà fait ça. Comme dans tout bon show de télévision, il y a quelqu'un qui va écrire les histoires à l'avance. Donc, on sait, par exemple, que si moi, je suis en rivalité avec Simon, ça va finir dans 4 mois d'une façon où Simon a le dessus. À long terme comme ça, pas juste individuellement non, le ça. combat. OK, il y a une tant que c'est moi qui gagne en bout de ligne, je suis d'accord. Mais c'est qu'il va avoir... C'est qu'il y a une Je vous regarde, là. Je pense que je viserais sur Emmanuel. Il y a une progression dans l'histoire. C'est-à-dire que il va y avoir des... À long terme, on sait où est-ce qu'on veut aller parce que tous les lutteurs ont un personnage là, en partant. Donc, on va savoir où est-ce qu'on veut amener le personnage, quelles émotions. Comme dans un téléroman. Je veux dire, il y a un script qui est donné. Parce que si c'est un sport, le fait que ce soit fake ou prévu d'avance, ça perd son intérêt. Mais si c'est comme un film, les films aussi sont scriptés, puis le scénariste sait d'avance qui va gagner ou perdre le combat entre le bon et le méchant. Moi, je n'irais pas jusqu'à fake, non. Parce que, comme je dis, ça fait mal. Je veux dire, prendre une chute sur un ring, c'est douloureux. Donc, il y a vraiment une partie... c'est prédéterminé. C'est vraiment le meilleur mot. Ou arrangé, si vous voulez. Mais à ce moment-là, c'est comme le théâtre, comme tu dis, ou comme le film. Ou je dirais peut-être comme la danse, parce que je veux dire, c'est pas parce que c'est physique que c'est un sport. Je veux dire, la danse, ça peut être très, très physique, c'est très exigeant, c'est des gens qui sont... C'est chorégraphié. Oui, c'est ça. L'exemple que tu donnes avec la danse est excellent, en fait, parce que ce qui va faire la qualité d'un match, c'est la communication entre les lutteurs. Donc, il y a une forme de danse. Il faut que toi, si on lutte ensemble, il faut que tu saches comment réagir quand je fais tel mouvement. Parce que je ne veux pas, comme je te dis, si je te fais une prise, tu ne sais pas comment tomber, c'est sûr que je vais te faire mal. Donc, il faut que tu sois au courant de ce que je vais faire, puis de prendre la prise de la bonne façon. Puis il y a beaucoup de timing qui est important là-dedans. OK, Manuel, je t'arrête. Là. Nous, on est une émission foi et culture. Oui, on a du timing à respecter. J'aimerais qu'on parle de l'aspect rituel, presque liturgique, en fait, dans une représentation ou un spectacle de lutte. C'est très codifié, tout ça. Pourquoi est-ce que, selon toi, l'être humain, on dirait, est toujours attiré par ces genres de combats chorégraphiés? Je peux pas m'empêcher de penser au sumo dans la culture japonaise ou encore aux gladiateurs dans la culture romaine. On dirait qu'on a un intérêt inné pour ça. Bien, c'est la lutte. C'est une représentation de la lutte entre le bien et le mal.
C'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Comme tu dis, oui, il y a une forme de rituel dans la lutte. Les lutteurs vont approcher le ring dans une forme de procession, si on veut. Parce qu'il y a tout le temps une entrée des lutteurs avec de la musique, avec des gestes particuliers que la foule va répondre ou des paroles. Tout le monde a ce qu'on appelle un catchphrase, c'est-à-dire une phrase qui va être répétée un peu ad nauseam. Comme à la messe, il y a certains bouts de phrases qui sont répétés à chaque semaine. Les gens savent quoi répondre. C'est le même principe. Pas ad nauseam, quand même. Peut-être pas ad nauseam, mais les gens vont savoir quoi répondre quand même. C'est la même chose avec les lutteurs. C'est intéressant. Dans les deux cas, on n'est pas que spectateur, on est acteur. Non, aussi. c'est ça. Exactement. Puis surtout, au niveau de la lutte, c'est le seul endroit où le public est encouragé à participer. À déranger le spectacle. À déranger le spectacle, en quelque sorte. Parce que c'est ça. Si vous allez au théâtre et vous vous mettez à crier après la personne qui fait le méchant, vous allez vous faire sortir. Non, mais à l'impro, on peut lancer des gougounes sur le monde, non? À l'impro, oui, c'est vrai qu'à l'impro, ça fonctionne. Par contre, à l'impro, il n'y aura pas d'influence à long terme sur le spectacle, ce qui peut être le cas à la lutte. C'est-à-dire qu'un méchant peut devenir bon si les gens se mettent à l'aimer. Ça peut influencer le scripteur après ça. Pas dans l'issue du combat qui se passe ce soir, par exemple. Mais à long terme, il peut avoir une influence, ce qui ne sera pas le cas en improvisation. Donc, c'est vraiment unique comme concept. Il y a tout un langage symbolique très riche, là, je dirais, anthropologiquement parlant, dans l'univers de la lutte. Hein? Tu parlais du combat entre bien et mal. Est-ce qu'il y a d'autres aspects comme ça? Oui, en fait, il y a une thèse là, c'est Pierre Falardeau, le cinéaste québécois bien connu, qui a fait sa thèse en sociologie sur la lutte professionnelle. Ça vous étonne peut-être, mais c'est son sujet de mémoire de maîtrise qui est disponible. Vous pouvez aller lire ça sur Internet. C'est disponible à l'UDM ou l'UQAM, enfin. Pierre Falardeau lutte, vous allez tomber si vous cherchez ça. Lui, il défend, en fait, justement, que tout l'aspect de rituel de ça, c'est ce qu'il veut démontrer, que c'est un rituel, puis il va codifier ça comme un langage symbolique entre deux bidômes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le méchant et l'arbitre, qui socialement vont représenter le criminel, pour le méchant, si on veut, et l'autorité corrompue. J'explique. L'arbitre, souvent, à la lutte, c'est connu, il ne voit pas ce qui se passe à moitié. Il est dérangé par la foule, il est dérangé par le gérant, pendant que le méchant va tricher pour gagner le combat. C'est un très mauvais arbitre. C'est un très mauvais arbitre. En passant, le rôle de l'arbitre, c'est de s'assurer de la sécurité des lutteurs qui sont dans le ring. Le rôle réel. Okay. Le rôle réel de l'arbitre, c'est à ça qu'il sert. Il s'assure en tout temps de la sécurité. Mais c'est scripté, ça aussi, qu'il soit dérangé. Oui, évidemment. Okay. Évidemment, c'est que si il y a un combat entre deux lutteurs, puis il y en a un qui a un gérant, le gérant sait exactement à quel moment monter sur le bord du ring pour que l'arbitre regarde dans la mauvaise direction pendant qu'il y a quelqu'un qui donne un coup de chaise en arrière. Ça éveille en nous notre sentiment d'injustice. Exactement. Donc, ça c'est ce qui crée l'injustice. Puis de temps en temps, l'arbitre va voir le mauvais coup. Ça vient rétablir un sentiment de justice, comme il y a, si on veut, une force policière qui va voir un crime, qui va régler le problème, mais qu'à côté, il va s'en passer encore pendant un grand moment. Face à ça, on a un autre binôme, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui joue le bon lutteur, ce qu'on appelle le babyface en langage de lutte, et le public. Donc, c'est-à-dire, là, on parle avec le héros et le peuple qui acclame le héros de l'autre côté. Ça, c'est vraiment la thèse de Pierre Falardeau par rapport au côté sociologique et à la fonction rituelle de la lutte dans la société comme une espèce d'exutoire et d'un catharsis. J'aimerais, Manuel, si tu le permets, me tourner vers le père Édouard, profiter de sa présence comme prêtre, comme Édouard. Comme prêtre, quand tu entends parler de la lutte, je ne sais pas si tu as déjà assisté à un spectacle de lutte, est-ce que tu vois spontanément des parallèles avec les rituels, le rituel de la messe, qui est une forme de combat aussi entre le bien et le mal, d'une certaine manière? Oui et non. Je ne verrai pas forcément le parallèle direct. Probablement, c'est plutôt le rituel anthropologique plus général où il y a précisément la notion de catharsis, de purification qui vient par la force de l'être humain qui vient de se produire. C'est d'où il est important que tous les acteurs, et le bon et les méchants, et la foule, et l'arbitre, et l'autre qui joue son rôle. Parce qu'en fait, on nous encourage pour dire que nous sommes vraiment l'acteur 200% de notre vie. Mm-hmm. Même s'il y a des pouvoirs qui nous échappent, mais on est 200%. Tandis que si, malgré tout, je prends le rituel de la célébration eucharistique, de la messe, c'est un catharsis, mais autrement. C'est un catharsis de participation active, de réception du don, mm-hmm.
et de mise en fructification de dons reçus. Il ne s'agit pas de crier le plus fort possible à la messe. Voilà, il ne s'agit pas... Non, quoique, je pense, dans la célébration liturgique, pour les plusieurs raisons, nous avons perdu certains aspects qui aussi donnaient ce qu'on appelle la participation active des fidèles, dont il y a plusieurs misinterprétations ou incompréhensions de ce terme. Par exemple, les fidèles sont invités pleinement à participer au chant, à la réponse qui convienne aussi aux fidèles et prendre part active, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai. Mais c'est le cas dans un spectacle de lutte aussi. Oui. Ouais, vas-y, Emmanuel. On incite fortement les gens à participer à l'action qui se passe, donc à crier son approbation ou sa désapprobation. C'est la fonction première de la lutte, là, c'est quand même de raconter une histoire. C'est-à-dire que c'est une illusion de violence, parce que c'est scripté. Bon, ça demeure quand même violent. Là, je vois Ryan qui me regarde avec des doutes, mais ça demeure quand même violent. Mais tout ça est une forme d'illusion. Le méchant, ce qui vient servir, c'est comme dans tout schéma narratif. C'est-à-dire que c'est un obstacle qui est à la réalisation d'une destinée du héros. Donc, que ce soit le lutteur ou Ulysse ou Hercule ou peu importe, je veux dire, c'est le même schéma narratif. Ça prend des obstacles parce que s'il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'histoire. Donc, le méchant gagne beaucoup plus souvent que le bon à la lutte. Le bon va finir par gagner la ceinture de championnat, mais au bout de multiples épreuves. Sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est plate. Ça n'a aucun espèce d'intérêt d'aller se faire raconter une histoire où il ne se passe rien. OK, mais comment est-ce que l'histoire est racontée, là? En se tapant un coup de Parce que tu n'es jamais allé voir un spectacle de lutte. Non, je suis comme à la Ariane. fois très sceptique, mais comme de plus en plus curieuse. Là. Continue. Il y a deux façons de raconter l'histoire. Il y a une façon, d'abord, par le combat en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, on veut faire un petit lutteur, quelqu'un qui mesurerait, disons, 5 pieds, 125 livres, qu'on va mettre contre quelqu'un qui fait 6 pieds 6, 325. Comme moi contre le père Château. On a on a une histoire à la David contre Goliath. Oui, OK. Dans ça. Donc, par le combat même, la façon d'en arriver Ça fait à ce que appel à David des gagne. mythes que le public connaît. Il n'y a pas besoin de raconter l'histoire de David et Goliath. On la connaît, on la reconnaît dans eux. Dans ça, parce que tu as vraiment une grande disparité entre les temps. Il y a aussi le fait que les lutteurs vont faire ce qu'on appelle une promo, c'est-à-dire qu'il va y avoir des scripts où ils vont simplement parler au micro pour faire avancer l'histoire, la trame narrative. Il y a des liens d'un spectacle à l'autre dans une saison. Donc, il faut que tu t'abonnes, en fait. Ben, tu peux pas parler de saison parce que la lutte, ça, c'est encore là, comme différence au sport, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause pendant l'été. C'est 52 semaines par année. Avant qu'on se laisse, là, Emmanuel, j'aimerais revenir sur une idée que le père Chatov a dit, la catharsis, la purification. Les gens qui vont voir de la lutte, ils se permettent des choses qu'on ne se permet pas dans la société, hein, de crier fort, de dire des mots qu'on ne devrait pas dire en public, mais en même temps, est-ce que ça les aide pas après dans la société justement à être non-violents? Ou à l'inverse, diraient certains, ça attise en eux des comportements violents? Moi, je pense que c'est une soupape. Tu vas là pour sortir, parce que c'est permis, en fait. Il y a une convention qui fait que c'est permis à cet endroit-là de crier n'importe quoi. Puis le méchant, il est là pour ça fait crier n'importe quoi. Puis il t'encourage à le faire. Parce que la pire chose là, qui peut arriver à quelqu'un qui joue un méchant dans un spectacle de lutte, c'est retourner en arrière dans les coulisses puis qu'il n'y a pas eu de réaction dans la foule. Ça veut dire que tu es pourri. Tu veux te faire crier après si tu joues un méchant, au même titre que tu veux te faire acclamer si tu joues un bon. Ça veut dire que tu ne l'as pas si les gens ne crient pas pour toi. Donc, pour moi, c'est vraiment une soupape sociale. Puis la lutte, c'est un sport de classe populaire à la base. Là, c'est devenu un sport. Oui, c'est un sport, Un sport. mais de classe populaire à l'origine. C'est apparu au 19e siècle dans les fêtes foraines. Les racines, si on veut, de la lutte professionnelle contemporaine. Super intéressant. On pourra aller sur leverbe.com. On a 2 ou 3 textes sur les liens entre lutte, culture et même foi, d'une certaine manière, pour en savoir un peu plus. Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art et passionné de lutte québécoise. Merci beaucoup. Merci.